sans Guiran, et c'est comme ça qu'on aurait dû faire stop, il serait beaucoup plus long. Voilà. Guiran nous a saboté le top. Tous les commentaires méchants sont destinés voilà, à pour une Guiran. fois, Voilà, si on peut, pour une fois ne pas être attaqué. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes forcément des goats car vous regardez le code review numéro 38. 38 comme quoi? Comme qui? Comme moi bientôt, dans quelques jours, bientôt 38 ans, même si je me mens à moi-même et que je m'habille comme un adolescent. Mais il va être temps d'assumer son âge. Mais c'est pas le sujet. Non. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison, dernier code review de la saison, et toujours avec une équipe extraordinaire, avec celle qui est un peu la nouvelle étoile montante du PIF, le paysage internet français. C'est moi. Bien, Sandra, million de vues Gomez, comment vas-tu? Ça va au top, merci. Au top, mais tu reviens en plus là de Montréal, on peut le dire, donc t'es un peu en jet lag là. Peut-être une émission catastrophique pour moi. Ce sera à vous de décider. Et en plus, on se met un peu dans un bourbier avec l'émission du jour, mais on va en parler un peu après. Et bien sûr, celui qui est capable de raconter l'histoire du rap suisse en dormant, qui rêve d'avoir 8 enfants pour recréer le Wu-Tang, Raphaël Reza Da Cruz. Comment ça va? Toujours très bien. Tout est vrai dans ce que j'ai dit? Absolument tout est vrai. Bon. Dans toutes ces présentations, toujours. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu un dernier de la saison, comme je l'ai dit, et donc un épisode un petit peu particulier, puisqu'on s'est dit qu'on aimait bien les emmerdes, et donc on va faire, faut le dire, notre top 10 des plus grands albums de l'histoire du rap français. Oui, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est absolument ça. Alors ça a été inspiré par le top 100 d'Apple Music, évidemment, qui a beaucoup fait parler, qui était un top 100 sur tous les genres musicaux et qui parlait des 65 dernières années. Donc nous, on va se consacrer sur le rap francophone. Ce qui est déjà un peu moins bourbier que les 100 plus grands albums de tous les temps. Absolument, absolument. Alors comment on a procédé? Il faut l'expliquer. Oui. Évidemment, parce qu'on va forcément avoir des retours en commentaire sur notre top. Il est bien, il est pas bien. Plus de il est pas bien. Je préfère vous spoiler. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça marche sur Internet. Mais l'idée, c'est aussi évidemment, on l'a dit, hein, moi dans les tops, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en ressort, ce qu'on peut découvrir, même si on va pas découvrir grand chose, mais les histoires derrière ces albums-là. Le top, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce qu'il est juste? Il n'y a pas de vérité. Oui, encore une fois, c'est notre top et c'est pas un top absolu. Exactement. Et c'est pas le top d'une personne en plus, c'est un top qu'on a fait à 4. Comment on l'a fait? On a chacun fait un top 20. Alors, quand je dis chacun, c'est nous trois, mais c'est aussi Guiran, qui est rédacteur en chef de l'émission, que certains ont pu apercevoir notamment dans le Code Express sur Kanye, et que vous connaissez sûrement pour ses multiples activités, qui étaient chez Move cette saison, par exemple, dans l'émission Réseau. On a fait un top 20, chacun, avec un système de points très simple, 20 points pour le premier, et ainsi de suite, avec 1 point pour le 20e. On a mis ensemble, j'ai envie de dire même concaténé, car c'est un mot que j'aime beaucoup. On a concaténé nos 4 tops pour donner un top 10. Voilà, et c'est allé, ça s'est fait assez facilement. Je reviendrai après sur quelques moments où ça a été un peu plus serré, mais globalement, on n'a pas eu à repasser dessus, on n'a pas eu à faire des arbitrages. On a 10 albums qui sont démarqués et qui ont eu le plus de points. Voilà. Est-ce que, comme on a un gros programme, est-ce qu'on commence directement? Est-ce que vous avez des choses à dire en préambule? Peut-être genre un peu sur vous nos protéger, critères. peut-être. Prendre les précautions nécessaires. Exactement. Non, ouais, sur les critères un peu de choix, sur pourquoi on a choisi tel ou tel album à mettre dans notre top 20 personnel. À titre perso, moi, c'est vraiment pour moi, c'était cette notion de classique ou de plus grand album. C'est un peu les albums qui rassemblent une forme de consensus critique déjà. Ouais. Il y aura pas des trucs de fou dans ce top 10, quoi. Personne n'a mis, oui, je vais mettre le street CD que personne n'aime et que moi j'ai aimé. On a quand même essayé de mettre des albums globalement acclamés ou appréciés. Exactement, et qui ont laissé aussi une forme de postérité culturelle à la fois dans leur influence dans le rap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui peuvent se réclamer de ce genre d'album parce qu'ils ont été influencés par ça, mais aussi, je pense, par l'appropriation du public de ces œuvres-là. Parce que c'est important aujourd'hui de le dire. On va pas juger des artistes dans leur discographie globale, mais vraiment des disques. Et ces œuvres-là, je pense qu'elles disent aussi quelque chose parce qu'elles symbolisent des moments du rap français. Absolument. Dans l'aboutissement d'une esthétique, dans une manière d'envisager le rap. C'est un peu comme ça que moi j'ai fait cette sélection, quoi. Ouais. Tout pareil, je rajouterais comme il a dit Louis. Voilà. Comme disait Chef Khaled. Mais je rajouterais que j'ai pris le parti de la subjectivité à fond. J'ai poussé ce curseur-là parce que justement, les tops, on retrouve dans les top albums souvent les mêmes noms depuis de nombreuses années. Et c'est pas du tout un problème, on va pas tout chambouler là aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un recul nécessaire pour modifier un peu ce top-là et pour considérer des albums qui sont sortis il y a 5, 6, 7 ans comme des albums, des pièces importantes du rap français. Donc, même si c'est des trucs des années 2010, je pense ça peut nous avoir impacté d'une manière assez importante. D'ailleurs,
je crois que toi et moi, nous sommes ceux qui avons mis le plus d'albums des années 2010 dans nos tops respectifs. Est-ce qu'ils ont mec de cut? On va voir ça tout de suite. Mais c'est aussi important de dire que vu la manière dont on a procédé, finalement, les artistes qui ont les meilleures discographies sont presque les moins bien lotis. Parce que c'est-à-dire que si on a 3-4 albums potentiellement top 10, et bien si on vote pour un différent, par exemple PNL, si moi je mets Deux Frères et que tu mets Le Montico et que tu mets dans la légende, et bien potentiellement il n'y a pas d'album de PNL dans le top 10. Pareil pour Booba, pareil pour IAM, pareil pour SCH qui a une grosse discographie. Pour Rof, tous ces artistes qui ont une belle œuvre en fait. Donc c'est important de dire que voilà, c'est un système de points. Donc il se peut que certains artistes qui par exemple aient un album archi classique mais n'en aient qu'un seul, soient peut-être mieux lotis que des artistes qui en aient 2 ou 3. Voilà, c'est un préambule qui me semble important de préciser parce que ça, voilà, même si le top ne me semble pas choquant, mais on va en parler. Alors allons-y. En numéro 10, et c'est un peu peut-être la surprise, je ne sais pas, je pense que les gens qui nous suivent ne seront pas étonnés, mais peut-être ce qui peut être le parti pris de notre top, c'est en numéro 10, nous avons Une main lave l'autre d'Alpha One. Et spoiler, sur 4, nous avons été 3 à le mettre, alors à des places différentes. Je sais pas si on va dire à chaque fois qui a fait ses tops, parce que ça n'a pas forcément vocation à être public, mais on est 3 sur 4 à l'avoir mis. Moi je l'ai mis, voilà. Je l'assume. Toi tu l'as mis aussi. Toi tu l'as pas mis. Voilà, j'ai tout dit. C'est bon, finalement, tu vois, il n'y a aucune discussion. Voilà. Là, le vote, les droits de vote. C'était contredit en une minute, c'était grandiose. Il n'y a pas de discrétion. Il n'y a pas d'isoloir là, il n'y a rien du tout. Alpha One, Une main lave l'autre, donc sorti en 2018. On a consacré un épisode Code Rewind l'année dernière, donc je sais pas si on a grand chose de nouveau à dire dessus, mais est-ce que, Raphaël, peut-être commencer par toi vu que tu ne l'as pas mis, est-ce que toi honnêtement, objectivement ça te choque qu'il soit dans un top 10 rap français ever? Bon, moi ça me choquait, non, je l'aurais évidemment pas mis parce que je pense qu'il y a plein d'autres albums qui sont beaucoup plus importants. Par contre je pense que sur ce que je disais justement sur les critères, pour moi oui ça incarne un moment aussi cet album là. On l'a dit ça d'ailleurs dans cet épisode là. Et donc pour une histoire encore une fois de pérennité de ce que laissent les œuvres, je pense que ce disque là laisse une trace justement pour ce qu'il a incarné, cette espèce de contre-proposition à un moment donné où le rap français se mainstreamise et se standardise beaucoup. Il arrivait avec autre chose, Alpha One, et je pense qu'il a beaucoup influencé avec beaucoup de descendants, si on pense à des gens ces dernières années comme D-Max, Ness, tu vois, ce genre de rappeurs, je pense que ça a laissé une vraie empreinte dans le rap français. Eh ben, je rajouterais que pourquoi moi je l'ai mis aussi haut, c'est... Toi tu l'as mis, c'est vrai, c'est intéressant de le dire sans vouloir... Non mais toi qui l'as mis plus haut, tu l'as mis dans le top 5 je crois. Ouais, bien top sûr, 5, bien sûr. Parce que justement, c'est un nouveau challenger dans le rap français, avec un album très sérieux, qui connaît un grand succès assez rapidement. C'est un album qui était attendu aussi, mais la place qu'Alpha One a pris après cet album-là, c'est un moment. Et c'est game changer aussi pour lui, pour toute une école. C'est aussi la passation entre ce rap à l'ancienne dont lui il se reconnaît, et voilà, bien sûr l'école d'Anidan, les Sages-Peau, etc. Modernisé, remis avec des prods un peu trap parfois. Exactement. Et aussi l'ouverture, moi je le dis à chaque fois pour un 995, mais c'est valable pour Nekfeu, pour Alpha One, etc. L'ouverture à un nouveau public. À un public qui s'élargit dans le rap français et qui va se reconnaître, qui va attraper le rap en fait et son histoire avec UMLA de Alpha One. Donc je pense que en ça c'est un album important. Et en plus de ça, on en a déjà parlé, c'est extrêmement bien réalisé. Le format album est respecté de bout en bout dans ce projet-là. Oui, il fait partie de on se pose beaucoup la question ici, est-ce qu'il faut encore faire des albums, etc. Bon, UMLA, c'est un des exemples de véritables albums bien construits, etc. Voilà, moi, je l'avais pas mis dans un top 10, mais je suis content qu'il y soit. Et je suis content aussi qu'il y ait une forme de modernité aussi dans cette liste-là, que ce soit pas uniquement des albums de 98, même si c'est la meilleure année de l'histoire de l'humanité. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Passons au numéro 9 parce qu'on a beaucoup d'albums à aborder aujourd'hui, absolument. En numéro 9, un album archi classique qui n'est toujours pas sur les plateformes de streaming. Non mais attendez, ça va se terminer quand cette histoire? Jamais. Parce qu'à chaque fois, ça arrive bientôt. Moi je fais une interview Dreamcast tous les 2 ans. Tous les 2 ans il me dit que ça arrive prochainement et il me ment. Il me ment effrontément. Je veux dire, voilà. Mais donc 113, Prince de la Ville, album unanimement reconnu, qui aussi, contrairement peut-être au précédent, a la particularité d'être un énorme succès
commercial, tout en ayant un énorme succès critique. On a beaucoup d'histoires ont été racontées sur cet album grandiose. Évidemment, l'alliance entre les prods de DJ Mehdi et les flows des 3 rappeurs, avec quand même, c'est vrai que sur ces 3 rappeurs-là, il y avait quand même un Rimka plus présent que les autres. Rimka et AP, Mokobe rappait aussi, mais était un peu plus dans l'ombre. On sentait qu'il avait déjà peut-être d'autres envies, mais voilà, avec une véritable direction artistique, la cover complètement iconique. Bon, c'est une victoire de la musique, même si c'est pas ça. Deux victoires de la musique, absolument. Même si c'est pas ça qui fait qu'un album est un classique ou pas en France, mais c'est révélateur de quelque chose à ce moment-là. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est aussi révélateur du raz-de-marée qui a accompagné cet album-là. Alors, porté bien sûr par un morceau, Tonton du Bled, qui, et c'est ça qui est cool aussi, n'a pas du tout la gueule d'un tube, quand même, à la base. C'est-à-dire que c'est pas, en tout cas, pas la gueule d'un tube de 99. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, comment ils ont vraiment réussi à percer les plafonds de verre de cette époque-là, les radios, les médias mainstream, avec un groupe qui n'a pas fait d'effort pour ça. Voilà, et c'est ça qui est assez intéressant et prodigieux, je trouve, dans ce groupe, et dans cet album-là, Les Princes de la Ville. Des choses à préciser, ajouter sur cet album-là ? Moi, je pense que c'est un peu l'avènement en 99 de ce rap de quartier à la française qui existait déjà avec le secteur A, avec Expression Directe, mais sous une autre forme, justement. En allant chercher sur les origines de chacun. Il y a Tonton des Îles, il y a Tonton du Bled, il y aura aussi... Tonton, comment il s'appelait celui de Tonton d'Afrique de Mokobe sur la réédition de l'album, avec ce truc assumé aussi de parler avec une forme aussi de dérision, parce qu'il y a ce point de vue. Le morceau de Rimka est une réponse au morceau d'AP à la base, je crois. C'est même pas, je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça l'histoire. C'est même pas un morceau pensé, c'est juste AP a fait son morceau, donc Rimka fait le sien, quoi. Exactement. Et voilà, cette manière de parler de la voyoucratie, mais avec ce choix cinématographique dans des morceaux comme Hold Up et Réservoir Drogue. Et puis c'est cette manière de saisir des instants de vie dans les quartiers de France de manière très, très simple, pas simpliste mais très simple, et je pense que c'est pour ça que ça a touché beaucoup de gens, avec en plus la qualité du rap et aussi évidemment des prods de DJ Mehdi qui est en pleine transition à ce moment-là vers la musique électronique, et ça se sent beaucoup. Je pense à Hold Up évidemment, tu accélères les BPM, c'est un morceau de house de cette époque-là, de French Touch. Tu penses évidemment au morceau Prince de la Ville. Enfin bref, il y a plein de grands moments de production sur ce disque de la part de DJ Mehdi, quoi. Il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, je crois que c'était Nick Fury ou Hightech, je sais plus, de La Caution, qui disait que à la grande époque du rap alternatif, on en a déjà parlé ici, que lui, eux, se sentaient très proches d'un groupe comme 113, dans ce qu'il racontait, etc. Et évidemment dans les thèmes, mais aussi même dans les prods quelque part. Alors il n'y a rien à voir entre les prods de Nick Fury et DJ Mehdi, mais il y a la même un peu volonté d'aller chercher ailleurs. Et finalement, franchement, gros, ça pourrait être une prod de La Caution. Hein. Exactement. Donc c'est pas un groupe alternatif, c'était même genre à l'opposé de ce qu'on imaginait, mais dans l'absolu, la démarche n'était pas complètement opposée que ce que pouvait faire un groupe comme La Caution, d'ailleurs, avec Peine de mort quand c'est le pour d'avenir. Spoiler, qui n'est pas dans le top, alors qu'on est 3, je crois, à l'avoir mis. Grand album, La Caution. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi ça qui a fait la force de ce groupe-là, je pense, c'est comment il allait chercher aussi un peu à côté du rap, avant que Mehdi, lui, aille complètement explorer d'autres terrains avec beaucoup de réussite par la suite. On enchaîne ? Let's go. Alors, 8e position. Là aussi, énorme classique. Premier album d'un duo du 95. Je ne parle pas du Ministère Hammer, je parle d'Arsenic. Calbo, Lino, quelques gouttes suffisent. 1998. Encore ? On y est ? Encore what ? Voilà, grand album. Et aussi, je crois, c'est aussi pareil, c'est un peu une époque. Un moment, c'est des moments Secteur A, bien sûr, avec sûrement ce qui est le meilleur album sorti par cette équipe-là, Secteur A, qui a sorti de très grands albums. Parce que Bastille et Tentations, c'est un putain d'album. Je trouve vraiment quand moi, je l'ai un peu réécouté il y a quelques années et j'étais choqué du niveau de prod sur les Tentations de Passy. Bref, mais je pense que voilà, cette premier album d'Arsenic, ça reste vraiment leur magnum opus. J'aime bien aussi moi le deuxième album d'Arsenic d'ailleurs, avec un très très bon niveau de production. Mais le premier, voilà, c'est un peu là où il y a un Jimmy Finger d'ailleurs derrière les machines qui est en feu, porté par un single digne. Affaire de famille avec Doc Gynéco, qui est un single extraordinaire et qui là aussi surfe sur le moment Doc Gynéco, Doc Gynéco commence à être une véritable pop star dans ce pays, mais il faut un morceau West Coast avec lui. Et puis bien sûr, Calbo qui est un très bon rappeur, mais Lino, quoi, c'est aussi l'avènement de Lino dans le rap français qui jusqu'à présent me semble être un des rappeurs les plus doués qu'on ait eu, un des mecs qui écrit le mieux. Et c'est vrai que c'est là où moi
le choc que j'ai à l'époque, c'est la technique. C'est-à-dire que c'est vraiment là où tu sais, je me prends la technique parce qu'elle est visible. Ça rime de partout. On boxe avec les mots, qui est un morceau fait pour démontrer justement à quel point ils sont forts techniquement. Ça arrive de partout, quoi. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc, il y a vraiment une alliance assez parfaite entre le fond et la forme sur cet album-là, avec des prods très haut niveau et des rappeurs qui sont prodigieux et avec lesquels il y a une vraie alchimie, quoi. Raph, je sais que tu l'as mis aussi très haut. Parce que j'adore cet album-là, pour toutes les raisons que tu as citées, parce que Lino est mon rappeur français préféré. Tu l'as mis top 3. Je l'ai mis top 3, exactement. Lino, rappeur français préféré ever. Ouais. Tu le dis, ça y est. Sans problème. Okay. Sans problème. Devant Akhenaton. Devant Akhenaton. Et pourtant... Qu'est-ce que j'aime chill. Mais non. Là, tu viens de te faire répudier, là. Je suis viré. Tu fais plus partie des Fragiones. Parce que nous sommes une grande famille des Fragiones. Nous sommes tous les enfants d'Akhenaton. Tu n'en es plus. Non. Je veux dire. Donc ouais, clairement cet album hyper important pour toutes les raisons que tu as citées. Et puis encore une fois, pour ce moment que ça incarne, c'est-à-dire, chez Arsenic, je trouve qu'il y a le côté irrévérencieux qu'il y avait chez le Ministère Amer. Et en même temps, ce côté chercher une forme de classe dans cette manière très poussée de faire du rap. Finalement, on est aussi sur cette période post-time bomb, etc., où je pense que tous les rappeurs lèvent leur niveau, en tout cas toute cette génération lève leur niveau. Laura Luciano, La Funky Family aussi, on peut en parler, avec qui Lino va par exemple rapper sur Première Classe. Donc, et d'ailleurs, Rof les a invités sur un morceau, les Rof, Lino, Laura Luciano, son dernier album, qui n'est pas encore sorti au moment où on parle, donc on l'a pas écouté, mais voilà, juste pour le dire, il y a quand même un morceau qui s'appelle Légitime où tous les trois se retrouvent. Exactement, et je pense qu'il y a vraiment un truc de cette époque-là, et ouais, cette espèce d'élégance dans les productions et qui cogne en même temps, c'est-à-dire Jimmy Finger, c'est vraiment ça, et je trouve qu'il correspond très bien à cette manière de cogner avec les mots et avec les prods, mais en racontant ces espoirs et ces rêves d'ascension sociale qu'il y a beaucoup et de luxe qu'il y a beaucoup chez Arsenic, mais toujours avec ce fond encore une fois d'irrévérence et de social, de politique qui vient du secteur rap. Donc je trouve que c'est un album brillant, quoi. Est-ce que vous avez écouté un peu Arsenic, toi, ou moins ton école, moins... Il est pas dans mon top, je le dis, parce que si je prends l'histoire à rebours, je l'aurais mis de manière très objective sur ses qualités techniques, mais comme je le disais, j'ai fait le choix de la subjectivité. Et par exemple, on parlait de 113 Prince de la Ville juste avant. C'est une musique qui instantanément, même très jeune, je la comprends, elle me paraît beaucoup plus accessible, et c'est pour ça que j'ai été moins touchée par Arsenic. Et au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir la technicité de ces mecs-là, avec des clés de compréhension. Et c'était pas... Avec un peu de bagage en tant qu'auditrice, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Il y a certains artistes comme ça pour lesquels il y a cette autre dimension, et c'est le cas pour plein d'autres, parce que même Rof, j'écoutais ça très jeune, mais en réécoutant, avec plus d'expérience, j'ai redécouvert beaucoup de choses. Mais la technicité de Lino et Calbo, en l'occurrence, je la prends bien plus tard. Très bien. Passons à la 7e position. 7e position, et là justement, c'est intéressant puisque, spoiler, 7e position, c'est West Side de Booba. Et c'est là où justement, je dis on est 4. Alors on a tous les 3, déjà il y a un débat, meilleur album de Booba. Et il y a plein de réponses possibles différentes. Et donc vu la manière dont on a voté, c'est là où tu peux avoir... tu peux avoir 4 albums différents qui vont être cités, et donc peut-être tu peux ne pas retrouver l'artiste en question. Là en l'occurrence on est 3 à avoir cité Booba. Pour info, Guiran, qui n'est pas là, mais je le jette sous le pont, il a voté pour Panthéon, qui s'entend aussi. Personne ici n'a voté pour Temps Mort, mais on aurait pu voter pour Temps Mort. Certains sont, je sais, de l'équipe Nero Nemesis. Selon la génération à laquelle tu t'es pris Booba aussi, ça joue beaucoup. Exactement. Il y a même des gens qui vont défendre 09 comme meilleur album de Booba, donc ça prouve aussi évidemment la discographie, bien sûr, qui est riche, en l'occurrence de l'artiste. Moi, lorsque j'avais, et je me souviens que j'avais déjà eu pas mal de questions là-dessus, quand j'avais écrit mon livre en 2015, je me mettais aussi, parce qu'on l'a pas dit, on se résume à un artiste par album, à un album par artiste, pardon. Tout à fait. Donc ça c'était vrai, on aurait dû le dire en intro, c'était la consigne principale même, c'était de ne pas mettre plus d'un album par artiste. Et c'est ce que je m'étais aussi administré comme règle pour mon livre, et donc il y avait le grand débat, West Side ou Temps Mort. Et moi j'avais choisi West Side, donc on est 3 d'ailleurs à avoir choisi West Side, parce que ça me semble être pour moi le meilleur album de Booba, là où il maîtrise le mieux son écriture aussi. C'est-à-dire que Temps Mort, c'est trop bien écrit, il y a une forme d'aisance, mais je trouve que sur West Side, les prods sont un niveau au-dessus, et qu'il y a une punchline par ligne, quoi. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il marche sur l'eau à ce moment-là. Puis il y a une fluidité dans la manière de les rapper et de les délivrer, ces punchlines. De les rapper,
avec un peu plus de diversité dans les flows. Je dis pas que c'est meilleur que Temps Mort, parce que franchement, Temps Mort, c'est très non, mais très fort. Il y a une forme d'efficacité sonique, en fait, qui fonctionne mieux, quoi. Il peut te faire un single comme Au bout de mes rêves, qui est un bête de single. Il peut te rapper sur la prod Couleur ébène de Mehdi, encore une fois, qui tu dis, mais pourquoi il a choisi cette prod-là? Et d'ailleurs, c'est souvent un truc que les producteurs disent, c'est que souvent Booba, il choisit les prods les moins évidentes. Donc voilà, c'est un peu pour moi on parlait de Magnum Opus, c'est pour moi le meilleur album de Booba, parce que il y a le début des singles de Booba, donc Boulby, c'est-à-dire que le Booba qui rentre en club aussi, et ça il le fait très bien avec un morceau, peut-être un des morceaux les plus iconiques, quand on parle de morceaux de club dans le rap français, des morceaux où ça rappe extrêmement bien, des morceaux un peu plus introspectifs, des singles plus ensoleillés. Je trouve que c'est là où il y a la meilleure palette de l'artiste. Pourquoi vous l'avez mis? C'est évidemment un classique. Pourquoi celui-ci? Même la cover est iconique. Enfin voilà. Pour cette raison, pour la polyvalence, parce que pour moi c'est l'album qui résume le mieux ce qui est Booba, et en l'occurrence tu rappelais la règle essentielle de un album par artiste. Il n'y a pas un seul album de Booba que je peux dire je n'aime pas cet album-là. Même Trône qui a été beaucoup décrié, etc. Peut-être Ultra, en vrai, que j'aime un peu moins que les autres. Mais globalement, tous les albums, il y a quelque chose à prendre, il y a quelque chose à piocher. Temps Mort, j'aime beaucoup. Et c'est peut-être mon préféré, mais là j'ai choisi West Side parce que justement Temps Mort ne représente pas assez bien tout ce qui est devenu l'artiste, tout ce qui est Booba pour cette génération. Et si on fait un top de ces 25-30 dernières années, Booba c'est West Side. C'est la quintessence de ce qu'il est. C'est vrai qu'il y a déjà un peu tout. Hein. C'est Booba qui devient trendsetter vraiment. C'est-à-dire que effectivement, Temps Mort, il y a encore le côté Booba de Lunatic. Il y a beaucoup de gens quand même qui ont copié Booba après Temps Mort. Non, oui, bien sûr. Mais pas sur les prods. Trendsetter, voilà, aussi sur les tendances musicales aussi. Je pense qu'il y a vraiment un truc où il impose encore plus quelque chose. En termes de rap, c'est évident, même depuis en fait le Crimpé et les vrais savent, hein, tu vois. Bon bah voilà, on peut remonter beaucoup plus loin. Mais je pense que vraiment sur les tendances musicales, je pense que là, il devient vraiment trendsetter parce qu'il devient hype au sens presque pop du terme, tu parlais de Boulby par exemple, et puis parce que je trouve que là il s'affirme vraiment comme soliste encore beaucoup plus que Époque Temps Mort, puisqu'encore une fois pour moi c'est un peu le Booba de Lunatic. Sur Panthéon, que j'aime beaucoup aussi, je pense que c'est encore peut-être un peu trop expérimental, où il tente des trucs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup cet album là, mais je pense qu'il y a une forme de maîtrise sur Panthéon. Il y a des trucs qui ont mal vieilli. Mais justement, moi, c'est les tentatives que je trouve intéressantes aussi. Mais je pense qu'il y a une maestria, en fait, sur un album comme West Side, qui fait pour moi également qui en fait le meilleur album de Booba, quoi. Booba, donc en 7ème position. En 6ème position, classique ultime dont on a parlé dans le Code Rewind l'an dernier. Je sais plus, on parle trop de rap. Ça y est, on a fait le tour. On ferme la boutique. Après cette émission, on arrête. Or Noir de Caris, qui est donc en 6ème position, qui est pas mal dans l'actualité, puisqu'il y a cette tournée c'est vrai, hommage, anniversaire plutôt, par rapport à cet album-là. Et là aussi, par rapport à ce qu'on a dit, pour certains, ça peut sembler étrange d'avoir Booba, DR, Caris, etc. Mais effectivement, comme tu l'as dit, déjà c'était un album par artiste, donc les voix peuvent se disperser. Et puis on juge des albums, et non pas des carrières d'artistes. Et Caris, sans faire offense à sa carrière, parce que moi il y a 2 albums que j'aime beaucoup, notamment Le Bruit de mon âme. Si on parle de classique de Caris, c'est Or Noir et c'est pas un autre. Tout le monde, voilà, là où c'est un peu plus compliqué pour Rof, pour Booba, pour Ayam, pour Ayam, voilà. Caris, il a un album classique, on en a parlé, qui a tarté la gueule de toute une génération, voire plusieurs générations, et qui est un peu le blueprint de la trap, drill. À la française. On l'a tous mis. Non, pas Guiran. Guiran, il a fait un top différent. Il a fait un peu un top de boom. Vous allez voir, il y a encore d'autres choses. Mais Guiran a fait un top différent, donc il a pas mis Or Noir de Caris. Ça veut dire que sans Guiran, et c'est comme ça qu'on aurait dû faire stop, il serait beaucoup plus haut. Guiran nous a saboté le top. Or Noir de Caris, que dire de plus qui n'a pas été dit? Grand album, c'est ça, un album charnière de l'histoire du rap français. On a eu l'occasion effectivement, si vous voulez aller revoir ça, l'émission du Code Rewind, c'est un album qui est un game changer, un classique. On peut affubler beaucoup de qualificatifs à cet album qui est aussi important de l'histoire du rap français. Et on l'a déjà dit, mais je le rappelle quand même, il se retrouve dans un top all time, alors que c'est un artiste qui avant ça n'a pas fait beaucoup de choses de manière concrète, on va dire. Il s'est imposé avec directement un énorme classique.
Et je pense qu'il est symptomatique d'un truc, c'est que, et c'est le cas pour beaucoup d'albums de rap français des années 90, je crois qu'une fois Nekfeu t'avait dit ça en interview, il avait dit... On est très proche avec Ken. Bien sûr. Faux, il déteste. Il est où? Il te déteste, Je pense, ouais, je suis sûr qu'il me déteste. Je l'aime bien. Nekfeu, je le dis, moi j'ai mis Cyborg dans mon top 20. Mais oui. Voilà, toi aussi d'ailleurs. Oui. Voilà. Bon, il a pas fait le top 10, ok, il va pas me détester pour ça, mais j'avais mis Cyborg dans le top 20. C'est vrai, voilà, je le dis. Je sais pas pourquoi il m'aime pas. Donc, enfin, je sais, mais on s'est mal compris. Il y a eu un malentendu. Il y a eu un malentendu. Donc Nekfeu t'avait dit, je crois que c'était au début d'un 9 oui, on est très proche. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, en fait, on voit nos brouillons. Oui, et je pense qu'il y a une génération des années 90, mais aussi pour des gens comme Caris, qui en fait ont eu tellement le temps de s'exercer, de peaufiner, qui en fait, quand ils arrivent avec là en gros c'est son 3e long format. Et il arrive, il a 32 piges. Hein. C'est ça. Donc c'est effectivement. Exactement. Et qu'il arrive en fait déjà avec une forme très aboutie de sa musique. Et je pense qu'il y a à la fois le fait qu'il soit très bien entouré avec l'équipe Thérapie. Il y a ce moment du basculement esthétique de la trap et de la drill en France qu'il incarne avec cet album, et tout est aligné quoi. Avec et puis on l'a déjà dit dans l'épisode, mais les textes quoi, les textes très menaçants, saupoudrés d'humour. Voilà, on se marrait. Et puis c'était aussi une autre image. On peut être nostalgique du Caris de cette époque, mais je pense que c'est juste après, c'est un homme qui a évolué. À cette époque-là, vraiment, on avait peur. Ouais. Il y avait un truc. Non, mais les gens avaient peur. Il incarnait le truc, quoi. Moi, je me souviens de la première fois que je vais l'interviewer pour la BCDR. Je crois que c'était à Bondy, et je savais pas trop qui j'allais voir en fait. Alors bon, Caris c'est adorable et il l'a montré maintenant, mais voilà, il y avait vraiment ce truc là de ce personnage là, et puis c'est vrai qu'il y avait aussi l'alliance avec Booba dont on parlait juste avant. Il y avait un truc vraiment qui était impressionnant visuellement, le clip de Kalash, etc. Bref, voilà, et en 2013 ça fait du bien aussi d'avoir un parti pris aussi extrême dans tout un album en fait. Il n'y a pas de tentative d'édulcorer quoi que ce soit en fait. C'est vrai, très brutal. Même le morceau éponyme Or Noir, c'est pas un morceau, c'est pas un single, c'est vraiment, c'est vrai qu'à ce moment là c'est assez rare. Et je me souviens du jour où l'album sort. L'album sort. Une semaine après, on a les chiffres de vente. Je suis au studio de Teufa à l'époque. On en parlait juste avant d'heure. Je suis avec Fianso pour une interview à BCDR qui n'est jamais sortie. Tu te souviens de cette interview ? Tout à fait, je m'en souviens. Interview extraordinaire. Voilà, je le dis, qui n'est jamais sortie parce que Fianso m'a jamais envoyé de photos. Ça je vois rien parfois. Ouais, c'est exactement. Et je me souviens qu'on est là, on est en off, et Fianso m'avait dit ce truc-là. Il m'avait dit à cette époque-là, je crois qu'il fait 19 000 ou 29 000 en première semaine, je sais plus, un truc comme ça. Et Fianso, qui était là aussi, qui avait sorti des projets, ça n'avait pas encore commencé à marcher pour lui vraiment. Il dit, mais là, il a tiré, il l'a mis en pleine lucarne. Ouais. Et genre, il y avait vraiment ce truc-là de, ok, maintenant c'est lui, c'est Caris est en train d'arriver, et ça a vraiment mis une claque à tout le monde, auditeurs, rappeurs. Donc c'était un moment vraiment, c'est je pense, impressionnant, quoi. Ça doit être, tu revis pas ça. T'arrives comme ça et tu casses la gueule à tout le monde. C'est assez impressionnant. Donc Caris Or Noir, évidemment, grand classique, qui se retrouve donc en 6e position. On passe au top 5 et en 5e position, un album que j'adore, je suis très heureux qu'il soit aussi haut, même si c'est normal, Prose Combat d'MC Solar, 2e album de Solar. En plus c'est intéressant parce que au moment on enregistre il y a quelques temps, j'ai écouté un très bon podcast de notre ami le Captain Nemo, Music Sound Better With Us, qui fait une table ronde justement avec Jimmy J, Boom Bass et Philippe Ascoli sur cette époque-là, enfin sur des cool sessions. Mais une compilation qui sort sur la même époque. Exactement, un peu après Jimmy J, mais il parle aussi de Prose Combat, et c'est passionnant, j'encourage tout le monde à aller écouter ça. Et voilà, c'est cette époque-là. Donc ça a été pas mal documenté aussi, notamment sur la BCDR à l'époque. Album magnifique. Je pense que ce dont on peut parler, c'est la production, peut-être, Raph, parce que c'est... Même si MC Solar il écrit bien, tout ça, toute la France le fait depuis 30 ans, mais la qualité de la production c'est incroyable sur cet album. Comme tu le disais, Boom Bass, donc la future équipe de Cassius, puisqu'il y a aussi Philippe Zdar. On parlait de French Touch avec Mehdi, là c'est le début de ça en fait. Exactement, puisque ce sont des gens qui traînent justement déjà dans ce milieu de la musique électronique, tout en pleine ébullition en France. Je pense qu'il y a à la fois ce truc nourri de ce rap américain qu'on appelait la Native Tongue, très jazzy, très coloré comparé à ce qu'a pu être des choses proches du gangsta, exactement, tout à fait. Et puis en même temps, voilà, cette touche à la française avec des espèces de filtres qui semblent sortir de disques de deep house, ce genre de choses. Et ils le font superbement bien. Il y a vraiment un prolongement avec le premier album qui sème le vent. Qui est très bien aussi, qui a vieilli, mais qui est très bien aussi, je crois.
Mais là, voilà, il y a une maîtrise, et même dans le rap de Solar, quoi. Tout est une fluidité incroyable, même dans sa manière de traiter les thématiques. Il y a des morceaux très lourds comme La concubine de l'hémoglobine, sa manière de parler d'impérialisme américain, par exemple, sur Nouveau Western. C'est très malin la manière dont il le fait, d'utiliser cette image justement du western pour parler de cet impérialisme-là. Et puis c'est un album qui est ludique, parce que c'est le style de Solar, quoi. Le morceau Prose Combat qui clôt l'album, par exemple, est magnifique de ce point de vue-là. Donc, et puis c'est évidemment aussi les sages pots sur l'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Voilà, c'est dur à dire. Ou alors le fameux remix aussi d'Obsolète aussi, sur lequel ils apparaissent, qu'ils ont fait aux Victoires de la musique, on en parlait tout à l'heure de cette cérémonie. Donc il y a plein de choses qui sont... Taratata, je crois. Ils l'ont fait aux Victoires de la musique. Ils l'ont fait aux Victoires de la musique, ouais. Donc voilà, c'est encore un album qui symbolise quelque chose, parce qu'il a aussi, et à un moment du rap français, il marche aussi à l'international. Il faut savoir qu'MC Solar, à cette époque-là, c'est vraiment une star, et vraiment il y a cette espèce d'intérêt presque exotique de la presse anglo-saxonne sur c'est qui ce rappeur français qui rappe sur ces trucs-là, en plus, etc. qui rappe sur des prods que les gens comprennent. Parce que voilà, des samples de jazz, etc. Donc c'est une musique qui fait facilement le tour du monde en réalité. Et c'est comme ça effectivement que l'histoire a déjà été racontée, mais que Cassius, que Boom Bass et Sdar forment Cassius et vont être signés chez Mowax, donc label anglais, qui tombe sur Solar parce que sa musique s'exporte, et il leur dit mais c'est génial, j'aimerais bien en fait que vous fassiez des prods comme ça, mais sans les voix, genre juste vous faites des prods. Et donc les premiers trucs de Cassius, c'est de la Funk Mob, en vrai c'est la Funk Mob, c'est pas encore Cassius, et bien c'est juste des prods pour Solar, un peu plus accéléré, sans voix, quoi. Et donc c'est vraiment le point de départ d'un truc super important dans la musique française, pour le rap et pour la musique électronique. Donc c'est en ça que c'est un album qui est vraiment particulier. Et si je devais en choisir un de Solar, ça va pas vous mettre d'accord, mais moi c'est 5e As que je prends. Ouais, mais qui est bien, hein. Mais c'est peut-être une question de génération aussi là. Question de génération, parce que justement ça c'est des souvenirs d'enfance très précis, parce que c'est aussi MC Solar, un des premiers rappeurs qu'on voit beaucoup à la télé, qui est ultra médiatisé. Le premier qu'on voit autant, en tout cas, et aussi longtemps surtout. Aussi longtemps, et puis qui devient très vite une figure de pop culture. Et justement, 5e As, c'est aussi un album qui l'illustre avec des clips qui sont un peu loufoques. Il a toujours eu ça. Même. Il y avait Solar Pleur sur 5e As. Exactement. Il y avait Hasta la Vista qui était très pop. Donc c'est le moment où je commence à découvrir la musique au-delà juste du rap, et c'est un personnage qui me marque avec cet album. Il avait quand même une marionnette au minicum. On se souvient de la populaire que c'était Claude. Oui, il y avait Antoine Decaune et Nagui et Solar, c'était au même niveau. Moi c'est les Enfoirés. Il était dans les Enfoirés. Absolument. 4e position, on va rester sur toi. C'est un album important pour toi. Rof, La fierté des nôtres, et il aurait pu être plus haut, car vous savez qui n'a pas voté pour lui? Encore lui, Guiran, qui a voté pour le code de l'honneur. Mais voilà, c'est aussi ça tous les commentaires méchants sont destinés à pour une fois, si on peut, pour une fois ne pas être attaqué. Non mais c'est vrai, en fait je pense que Rof il a 3 albums qui peuvent y être: le code de l'honneur, le code de l'horreur, qui est, moi c'est pas celui que je préfère, mais qui est vu comme un énorme, j'adore. Beaucoup de ses fans c'est celui qu'ils préfèrent, et La fierté des nôtres bien sûr. Et toi je sais que ton préféré c'est La vie avant la mort, moi c'est La vie avant la mort, qui est un très bon album aussi, que je vois un peu en dessous, mais qui est un super album aussi. C'est quoi cette sensation brave? Moi, tu sais lequel je connais par cœur, c'est le cauchemar du rap français. La mixtape. L'horrible mixtape. Ouais, mais elle est horriblement géniale. Elle est génialissime. Elle est horrible pour la cover, mais sinon c'est trop. Mais même le son, c'est des enregistrements de radio. C'est horrible, mais c'est génial. C'était l'époque où les plus gros stars du rap français sortaient des mixtapes comme ça, quoi. J'avais Diams 10 ans d'avance aussi. Non, c'était Booba 10 ans d'avance. Mais Diams avait je sais plus. Oui. Bon, en tout cas, il y avait des tapes qui sortaient avec des trucs radio et tout. Bon, La fierté des nôtres, double album, premier double album de Rof. Et on fera 44 après des doubles albums. Mais c'est son premier double album. Et c'est un blockbuster. Moi, je me le prends comme un blockbuster, comme un album. Quinry, d'ailleurs il ramène des Quinry, des producteurs Quinry, J.R. Rotem, etc. Richard Segaloredia qui mixe l'album, qui est un mec qui a mixé Marshall qui a fait le son 2001 de Dre. Donc c'est vraiment Rof qui est déjà genre un des top rappeurs français, qui devient genre qui amène, et là pour moi il est déjà trendsetter à ce moment-là. Je sais, il est trendsetter, et après le nombre de gens qui vont reprendre des flows à lui, des prods ou appeler des producteurs que lui a ramené. Bref, c'est un album incroyable. Dès l'intro, il rappe sur un putain d'accordéon. C'est trop, il est insolent. Il est d'une insolence, pleure voire pas, d'une méchanceté. Je rappe mieux que toi. Je rappe mieux que toi. C'est trop fort en termes de rap. C'est trop fort. Quand tu dis, enfin bref, j'épargnerai peut-être les petites meufs comme Diams, tu vois, sinon je les baisse. Genre, il a aucun respect. Mais il rappe tellement bien
Mon rap prend tellement de place, il est corpulent, à un moment il a une face comme ça, tu vois, sur Pleur Pleur, enfin voilà quoi. Ouais, c'est trop. Toi, je sais que c'est un rappeur que t'as beaucoup écouté. Mais oui, il est prodigieux sur cet album-là. Je vais commencer direct par le bémol de sa carrière, en fait, c'est que justement, parmi toutes ses sorties, je trouve sa discographie très inégale. Les albums qu'il a sortis pour moi après Le Code de l'horreur, justement, sont très inégales. Le Code de l'horreur, tu le disais, moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, qui sort en 2008, du coup, où Après ça, j'abandonne en fait parce que justement, je trouve qu'il a perdu quelque chose, que ce soit sur l'inventivité au niveau des prods, sur ça manque il est peut-être moins à l'heure à ce moment-là, avec tout ce qui se passe aux States, etc. Exactement. Où il était en avance pour la France à ce moment avant. C'est ça, c'est un truc qu'on peut lui reprocher, mais après, il est resté lui-même en fait. C'est juste que en termes de couleur musicale, ça ne sonnait plus avec ce qui se faisait à ce moment-là, où d'autres sont arrivés avec des propositions un peu plus fraîches. Mais la fierté des nôtres, c'est la suprématie de Rof, et puis la cover le montre, il est assis sur l'Arc de Triomphe. Et non pas sur la Tour Eiffel, parce que parfois les gens disent il est assis sur la Tour Eiffel. Non, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre, ça. Mais non, c'est d'autres gens sur la Tour Eiffel. C'est sur l'arrière de la cover. Oui, voilà. oui, il se penche comme ça sur la Tour Eiffel. Et après, ça sur Au-delà de mes limites, il va s'asseoir sur la France. Exactement. Mais ouais, je trouve que pour les raisons que tu as dit, on connaît Rof, les morceaux à rallonge, l'intensité dans l'interprétation, les prods, je les trouve très américaines, puisque ça se voit que c'est un buté de son US. Et notamment d'Eminem. Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me bute à Eminem. Et d'ailleurs, ils ont une évolution un peu similaire. Hein, si tu regardes, c'est vrai que... Non, mais il y a un moment, ils ont régné sur le rap. T'es en train de dire que Rof est le Eminem français? Pas du tout. Mais c'est qu'en fait, tous les deux aujourd'hui sont un peu dans une forme de... C'est un peu presque gardien du temple, où ils veulent préserver une forme d'authenticité, une forme de couleur de rap, plutôt que d'essayer de rapper comme les nouveaux. Tu vois, Eminem a beaucoup critiqué notamment les mumble rappers, etc. Voilà. Et Rof, il le fait pas exactement, mais je veux dire, tu sens qu'il y a toute une évolution du rap vers laquelle il a pas envie d'aller, ce qui est en vrai... tout à fait respectable, mais je trouve que voilà, moi je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs il y avait une interview pour un site qui s'appelait rap.fr, ils avaient vraiment le nom de domaine, ils ont pas duré, ils avaient une super interview de lui et de Richard Segalouredia que j'avais vu plusieurs fois, et lui il disait à quel point Eminem pour lui était le numéro 1 à cette époque là, et que ça pouvait l'inspirer, et je trouve que ça se voyait dans les flows, les flows élastiques, etc. Rof il avait aussi ce truc là, mais voilà, extraordinaire. Et je pense que c'est un album, on parlait de moment, qui incarne cette bascule du rap français vers ce son beaucoup plus synthétique, précisément parce qu'il y a l'influence de 2001 et ça se sent particulièrement sur cet album. C'est un album, et on est beaucoup d'amateurs de Rof à le dire, quand il est sur des trucs un peu West Coast comme ça, c'est mortel, parce que c'est un mec qui est bousillé par ça, pas seulement par les Doggy Style ou par les chroniques, etc. C'est un mec qui peut te citer Spice One, c'est un mec qui peut te citer MC8, et en fait il le fait très bien sur cet album là, sur plein de productions, et je pense que ces doubles albums là, effectivement c'est le défaut des doubles albums, il y a sûrement des morceaux qui sont plus dispensables que d'autres, mais c'est lui, ça incarne lui en fait. Il y a rien d'autre possible pour Rof que de faire des longs morceaux, comme il fera aussi après sur l'album suivant dont j'ai oublié le nom, parce que Au-delà de mes limites, merci, un morceau comme Mourir été. Oui. Et même sur le Code de l'honneur, il avait déjà des morceaux fleuves comme ça où il allait à fond. Et je pense que faire un double album comme ça, et il le dit à un moment, je suis juste un gogol qui m'ennuie. Exactement. Je fais des doubles albums parce que je suis un gogol qui s'ennuie. Voilà, exactement. Et génial. Je pense que c'est lui. Faire des doubles albums comme ça, c'est lui, il le fait très bien. Et ça montre toutes ses facettes de mec sensible, de mec qui veut parler de valeurs familiales, de mec qui veut parler de la voyoucratie, et de mec qui veut rapper et humilier tout le monde, quoi. Et puis c'est vrai, il y avait vraiment ce truc là, à la fois des morceaux vraiment sérieux comme Société pervertie, puis des trucs vraiment de ignorant de rap, quoi. Comme il dit, je rappe comme je veux enculer tes cheveux, ça n'a pas de sens. Et il le dit en fait, c'est juste en fait, il rappe, c'était bien. Vous pouvez tout se permettre. Bref, la fierté est nôtre, top 4, on rentre dans le top 3. Yes. Nous rentrons dans le top 3 avec un album, je vous le dis, qui aurait pu être plus haut, car qui n'a pas voté pour lui? Tonton Guiran, qui n'a pas voté pour l'album qui est en top 3, et qui est Deux frères de PNL, que nous avons tous mis très haut. Respectivement. Dans mon top 10, je crois. Toi un peu moins haut, effectivement, Raphaël, que Sandra et moi, mais qu'on a tous, en tout cas, qu'on a tous les trois mis quand même, enfin, voilà, des très bonnes places. PNL, Deux frères, donc le dernier album en date de PNL. Que dire?
Que dire? Allez, écoutez ça et arrêtez de nous emmerder. Pourquoi vous faites chier à nous écouter? Il y a une réflexion que je me suis fait et je vais rebondir sur quelque chose qui est d'une collègue à moi de la BCDR qui s'appelle Emmanuelle Carinos, là, dans un récent format vidéo, où elle dit, il parle de classique et elle dit un album classique, c'est pas forcément un album parfait. Ça peut être un album qui incarne quelque chose et qui est une forme d'aboutissement pour l'artiste, etc. Et en fait, quand je pense à cet album-là, par contre, je me dis, en fait, cet album est quasiment parfait pour moi. C'est-à-dire que peut-être que sur les autres albums de PNL, il y a des morceaux beaucoup plus forts, beaucoup plus emblématiques. Évidemment, le Mondwourien, évidemment, jusqu'au dernier gramme. Mais cet album-là, en fait, j'en retire rien. Tu sais, c'est un peu la phrase de Saint-Exupéry, la perfection, c'est quand il n'y a rien à retirer. Exactement. Et ben voilà, cet album-là, il n'y a rien à retirer pour moi. Je peux l'écouter de bout en bout sans skipper aucun morceau. Alors que tu l'as pas mis numéro 1, c'est peut-être l'album parce que j'imagine que tu as des albums que tu as mis devant qui sont peut-être moins parfaits. Voilà, mais parce que je les trouve peut-être plus aboutis aussi sur ce que moi j'aime du rap aussi. Mais sur cette proposition artistique qu'amène PNL depuis 2015 jusqu'à cet album-là, je trouve que cet album est fabuleux. Voilà. C'est la fin du film pour moi. J'ai pas envie d'être fataliste, mais parce que j'ai envie d'entendre encore des morceaux de PNL au fond. Mais c'est la fin d'une épopée qui a été extraordinaire pour le rap dans les années 2010. Ouais. C'est un duo qu'on a aimé suivre et qui ont fourni des choses extraordinaires depuis le premier projet, depuis QLF. Ça n'a fait que augmenter pour atteindre justement son apogée sur Deux Frères. C'est assez indiscutable à ce niveau-là, même si bien sûr il y a peut-être une attache émotionnelle différente sur le monde Chico ou dans la légende, mais Deux Frères, c'est le maximum de ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là, j'ai l'impression. Ouais, et puis tu sens aussi qu'il y a beaucoup de travail derrière, de production, de prise de tête, de réflexion. Et c'est aussi, je pense, leur album le plus touchant, en fait. Absolument. Non pas que les premiers n'étaient pas touchants, mais en tout cas le plus personnel, en tout cas. Morceaux comme... Enfin bref, c'est vraiment... Il y a des couplets de NOS qui sont profondément personnels en fait, intimistes, etc. Sur Chang notamment. Sur Chang, entre autres. Et c'est vrai que c'est... Voilà, il n'y avait pas ça. Effectivement, tu l'as dit. C'est aboutissement de quelque chose qu'ils ont initié quelques années avant. C'est un groupe qui a complètement changé, je pense, à un moment donné, le paradigme du rap français. Et cet album-là, c'est complètement l'aboutissement de cette vision-là, quoi. T'as raison là-dessus, parce que c'est vrai que ça devient un peu, comment dire, un peu éculé de le dire maintenant, mais il y a tellement de gens qui ont fait du PNL derrière ça. Il y a des gens qui l'ont copié tel quel, mais il y a aussi des gens qui ont du coup après intégré un peu un morceau de PNL par-ci par-là, comme ils ont fait dernièrement avec MHD, l'afro-trap. C'est devenu un sous-genre du rap français, de faire du PNL, de faire ce qu'ils font, quoi, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment amené quelque chose qui était inédit, quoi. Donc incroyable. Top 2 et top 1. Tout le monde a voté pour ces albums-là. Tout le monde les a mis globalement haut. Et ça s'est joué à 1 point entre le deuxième et le premier. À 1 point. C'est presque une égalité, mais ça n'en est pas une. En deuxième position, et nous sommes ici 2 à l'avoir mis en numéro 1, l'école du micro d'argent, d'Ayam. Raphaël, pourquoi l'as-tu mis ? Pourquoi c'est le plus grand album du rap français et la famille Fragione te doit de réintégrer. Je vais m'acheter là. C'est maintenant que tu peux réintégrer la famille. Parce qu'à l'époque où ça sort, ils ont un carton commercial incroyable. Alors après, c'est déjà un groupe qui est installé. Ils ont eu un succès commercial aussi avec le single Le Mia. Mais ils arrivent à sortir un album de geek du rap jusqu'au boutiste. Et encore une fois, tout à l'heure on en parlait par exemple avec Or Noir, cette vision jusqu'au boutiste les singles, c'est Petit Frère. C'est quoi ça ? C'est la saga avec des Américains. Des Américains qu'on connaît pas. Exactement. Et des mecs qui se prennent pour stars. C'est l'empire du côté obscur, tu vois. Donc, né sous la même étoile, c'est un single ça. Tu vois, c'est incroyable. C'est vraiment des morceaux de geeks du rap qui se sont bousillés aux récentes évolutions du rap new-yorkais parce qu'ils ont toujours regardé de ce qui se passe à New York depuis les années 80 jusqu'au milieu des années 90. Ils ont complètement intégré ces dernières évolutions du rap, mais c'est un album qui reste IAM jusqu'au bout. C'est-à-dire que souvent, Akhenaton dit, pour nous, l'album le plus IAM possible, c'est l'album d'avant, c'est Ombre et Lumière. Parce que c'est un album très gourmand aussi, on parlait des doubles albums. Pour moi, c'est un peu la logique inverse à Rov, justement. Effectivement, Ombre et Lumière, c'est un album qui est immense, mais qui est plus d'humour aussi, Ombre et Lumière, qui est vachement caractéristique d'IAM aussi. Qui va dans plus de directions. Moi, je trouve qu'il y a un concentré d'IAM sur cet album-là, qui est pas trop lourd non plus. Je veux dire, un morceau comme Elle donne son corps avant son nom, un morceau comme Chez le Mac. Il y a aussi des façons d'amener ces thématiques propres à IAM de manière plus légère. C'est juste que tout est concentré, tout paraît tellement simple. Et puis il y a Demain c'est loin, quoi. Pardon, mais pour moi c'est le plus grand morceau de l'histoire du rap français. Il n'y a jamais rien eu d'équivalent
allez, j'ai envie de faire une Mehdi Maizi. Peut-être que jusqu'au dernier gramme, c'est un peu l'équivalent de cette génération de Demain c'est loin. Bon, voilà, tu vois. J'aurais pu le dire. Ouais. Voilà, Moi, je valide. Voilà. La VAR Maïzar valide ça. La Maïvar. Voilà, exactement. Mais voilà, pour moi, il y a aucun équivalent à un morceau comme celui-là. Et ouais, c'est cette maestria, cette maîtrise, en tout fait, quoi. Quand Shuriken il commence sur Demain c'est loin, tu te dis que normalement c'est un morceau solo. Ouais. Déjà il fait 4 minutes et que c'est pas possible de faire mieux que ça. Et il y a Akhenaton qui arrive. Je sais pas s'il fait mieux, mais le coupé d'Akhenaton. Je me souviens d'ailleurs même d'une vidéo. Je crois que c'est un street press à l'époque où L.I.M parle de ce coupé d'Akhenaton. Faudrait retrouver la vidéo où il dit mais c'est incroyable, etc. Akhenaton, et ça m'avait surpris que L.I.M en parle comme ça, mais voilà. Et non, c'est morceau ultime. Morceau ultime, Demain c'est loin. Je sais pas si. Ouais, c'est trop fort quoi. L'alchimie, d'ailleurs, je crois que l'histoire c'est que c'était un morceau de Shuriken. Tout à fait, puisque c'est même lui qui produit le morceau. Absolument. Et voilà, effectivement, c'est aussi l'album, je pense, marseillais un peu ultime en tout cas de cette génération-là, de cette époque-là, qui d'ailleurs amorce un véritable âge d'or, un premier âge d'or pour le rap marseillais, pour plein de rappeurs qui vont être un peu dans le giron d'Ayam, d'Akhenaton. Avec tous les labels qui vont créer tous les membres d'Ayam les uns après les autres pour et puis c'est aussi Akhenaton quoi. Je pense que c'est ça. Meilleure prestation sur un album complet. Après, il y a des couplets qui arrivent un peu après qui sont extraordinaires. Même sur les solos, moi, j'ai mis Metakemat dans mon top 20, qui n'est pas dans le top 10. Mais le rappeur Akhenaton n'a jamais été aussi, je pense, puissant qu'à cette époque-là, quoi. Donc, si on doit parler dans les critères purement objectifs de comment se construire un album, etc., celui-là, il est toujours numéro 1 en fait, parce que c'est un album qui est extrêmement ambitieux dans tout ce qu'il le compose, et il y a un côté solennel dans sa construction qui en fait, des fois on a l'impression, c'est un peu facile de le dire 30 ans plus tard, mais ils l'ont fait en sachant que ça allait être un classique en fait. Ouais, je pense qu'ils voulaient faire un classique. Voilà, ils voulaient faire un classique. C'est un album qui a été fait 3 fois, voilà, d'ailleurs. C'est la troisième version qui sort. Ça valait le coup de mettre autant d'efforts là-dedans. Mais ça se ressent à l'écoute. Mais moi, en fait, je pense que j'ai tellement écouté cet album dans ma vie qu'il y a un moment où je l'aurais pas mis top 1. Parce que j'en avais un peu marre de l'école du micro d'argent. On en parlait tout le temps, non mais ça restait un peu l'album. Voilà, c'est le meilleur album de l'histoire du rap français. Voilà, c'est comme Illmatic aux États-Unis, en fait, c'est toujours celui-là. Et donc tu dis bon, j'en ai marre. Et en fait, en le réécoutant, tu dis c'est extraordinaire. C'est juste qu'une fois que tu passes le fait que c'est comme un très bon film que tu connais par cœur, t'as pas envie de le revoir tout le temps. Mais quand tu t'as laissé passer quelques années et que tu te le reprends, tu dis waouh. Et c'est même encore plus fort parce qu'en plus t'as la nostalgie. Donc, c'est très bien et en plus t'as la nostalgie. Donc c'est imparable. Donc l'école du micro d'argent en numéro 2. Et vous avez, j'imagine, toutes et tous deviné quel album est en numéro 1. C'est évidemment Mauvais Oeil de Lunatic. Enfin, évidemment, ça aurait pu se jouer à peu de choses. Hein. Non, ça fait jouer à peu de choses d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que personne ne l'a mis en numéro 1. On l'a tous mis très haut. Guiran l'a mis en numéro 2. Moi aussi. Guiran Nadur, il a mis Pros Combat en numéro 1. C'est pour ça que Pros Combat aussi a été aussi élevé. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'est cool que Guiran l'ait mis aussi haut et qu'on ait pu parler de Pros Combat aujourd'hui. Mais voilà, on l'a mis tous, en tout cas, minimum top 3. Top 3, voilà, top 3, on a tous mis top 3. Donc c'est vrai que ça. Et moi, j'ai l'impression que pendant longtemps, dans ma génération, c'était l'école du micro d'argent qui était un peu imposée comme l'album numéro 1. J'ai le sentiment que maintenant, dans les débats, notamment pour les plus jeunes, c'est Mauvais Oeil, qui est souvent un peu amené comme le nouveau classique un peu incontesté du rap français, ce qui s'entend. Ce qui a du sens. Exactement, ce qui a du sens. Je trouve que évidemment, c'est un album extraordinaire, mais qui est peut-être moins... qu'à une ligne directrice par rapport à l'école du micro d'argent, si on doit comparer les deux, même si ça n'a rien à voir. On sent que vraiment c'est aussi un premier album. C'est la différence avec l'école où on a quand même l'école du micro d'argent, des mecs qui sont sur la trentaine, qui ont une expérience, qui rappent depuis une dizaine d'années presque, en fait, depuis le milieu des années 80. Là, c'est un premier album avec une DA sombre. Voilà, vraiment sombre, et puis évidemment cette alchimie entre ces deux artistes quoi, qui eux, je sais pas s'ils veulent faire un classique, tu vois, quand ils font l'album, je pense qu'ils font ça semble beaucoup plus instinctif en tout cas, même si c'est leur deuxième album, s'il y avait un album je crois même leur troisième album au final, parce qu'il y en a eu un chez Beat de Boule et il y en a eu un chez Time Bomb, donc en fait au final après il y a peut-être des morceaux quoi, je sais pas, effectivement ça c'est toujours un peu flou là-dessus, mais en tout cas c'est leur premier album qui sort. Lunatic, Mauvais Oeil, là aussi, que dire qui n'a pas été dit, j'ai l'impression qu'on a parlé de cet album-là des centaines de fois, notamment dans Tierlist, on l'avait fait à l'époque. En fait, que dire, tu parlais de la nouvelle génération qui le salue. C'est aussi parce que tout le rap qu'on a écouté ces dernières années, c'est un peu calqué sur Booba et Ali, sur cet album-là. En fait, l'influence qu'ils ont eue,
je sortirais même de l'album Mauvais Oeil, mais eux, ces deux mecs-là, la manière de rapper, en fait, les nouveaux rappeurs ont appris à rapper en les écoutant, j'ai l'impression. Son influence, elle est énorme. Ouais, c'est clair. Moi, il y a deux choses qui me marquent sur cet album, c'est à la fois les productions. Ça a été, à l'époque où ça sort, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu les productions. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être à du son très, très massif, très lourd, parce qu'il y avait des nouvelles tendances sur rap américain. Je trouve qu'au contraire, c'est une affirmation d'un son français, avec Animal Son, avec Géraldo et avec Fred le Magicien. Cette espèce d'évolution de ce rap sous jazz noir de Time Bomb, mais avec plein de contretemps dans les beats, etc. Ça joue à des micro-détails, mais je trouve que ça défonce et que ça assied comme un gant à Booba et Ali. Et puis c'est cette complémentarité entre les deux, c'est-à-dire que tu sens déjà. Alors c'est facile de le dire maintenant rétrospectivement que leurs routes vont sans doute se séparer parce qu'ils parlent pas de la même chose en fait au final. Ils parlent du même départ mais il y a pas le même point de vue. Il y a le côté très nihiliste assumé chez Booba et puis chez Ali cette manière soit de regarder vers les cieux soit de regarder de très haut. Il y a plein de moments où tu as l'impression qu'il est depuis un hublot et il te parle de la géographie mondiale. Il va te parler de l'Érythrée, de l'Éthiopie, il va te parler d'Israël et Palestine. Il a toujours cette espèce de vision d'un point de vue très élevé de science, enfin il y a plein de choses, et de science évidemment spirituelle, et c'est cette complémentarité que je trouve géniale, et qui permet, je trouve aussi aujourd'hui peut-être de réévaluer un petit peu le niveau d'Ali sur cet album-là, parce que évidemment, alors c'est un collègue de la BCDR du son qui avait dit ça dans une chronique en paraphrasant Booba, c'est-à-dire qu'il disait il y avait un mec dans mon écouteur droit qui gueulait trop fort, oreillette gauche pardon, en parlant de Booba, et finalement on était trop distrait pour vraiment savourer le niveau d'Ali. En fait, non, Ali il est exceptionnel là-dessus et il y a une tension chez lui qui va commencer à disparaître ensuite dans sa discographie solo qui est prégnante et qui est très belle aussi. Donc c'est évident. Il fera d'ailleurs lui aussi des très bons albums solo par la suite. Donc c'est un album qui change. Je parlais de paradigme pour PNL. Je pense que c'est un album qui change complètement de paradigme et ça ouvre la voie aux années 2000 à ce rap plus ru justement qui cherche à être sans concession jusqu'au bout. Et pour moi, tout se passe entre autres. Et particulièrement avec cet album-là. Je pense que c'est déjà un choc à l'époque, puisque ça, pour le coup, c'est un album qui a été aimé et qui a marché dès sa sortie, un disque d'or en indé. Mais je pense qu'effectivement, la trajectoire du groupe rend ça encore plus incroyable, encore plus mythique, quelque part. Le fait qu'ils aient arrêté de rapper ensemble quelques années après, puisqu'il y a Ali est sur Temps Mort, mais après, on les verra plus ensemble. Ça rend... l'objet, profil aussi des deux qui est tellement contrasté, contradictoire même presque, qui fait que là c'est un moment qu'on retrouvera plus jamais. On le sait. C'est ça aussi qui fait que il y aura, enfin après on sait pas parce que des fois c'est ce qu'il y aura un jour. Mais bon, en tout cas, si on écoute les derniers tracks d'Ali, etc., on n'a pas l'impression que ça puisse arriver un jour. Donc ça rend tout ça encore plus extraordinaire, évidemment. Même si on le répète, pour le coup, c'était un album qui a marché dès sa sortie et c'est pas, les gens n'ont pas attendu avant de se le prendre. Lunatic, donc Mauvais Oeil, plus grand album de rap français pour nous. Pour le Code Review. Exactement, pour le Code Review. Mention honorable quand même à quelques albums qui sont arrivés pas loin derrière. Opéra Puccino, qui arrive vraiment pas loin derrière. Desporuti, Conviction Sudaire, qui n'est pas loin non plus. La Rumeur, L'ombre sur la mesure. Que voilà, vous êtes deux à l'avoir cité. Tout à fait. Shuriken, Où je vis, La Caution, Peine de mort, celle pour Daltonien, FF, Art de rue. Et je pense que ça, c'est un album très important aussi en termes d'influence, FF Art de rue, donc c'est important de le citer aujourd'hui. Tu as cité celui-ci plutôt que Si Dieu veut. Si Dieu veut, exactement. Mais c'est un peu, tu vois, avec la FF, c'est un peu ce truc-là, quel album on choisit. Je pense que Art de rue, au vu de ce qu'est devenu le rap marseillais ensuite dans les années 2000, encore aujourd'hui, je pense que c'est un album qui a été extrêmement influent, quoi. C'était un plaisir en tout cas de faire ce top 10. C'était horrible à faire, on peut le dire. C'était une torsion mentale pour le faire, c'était compliqué. En fait, soit tu mets beaucoup de temps à le faire, soit tu le fais vite. Voilà, comme Guiran. Voilà, il y a deux écoles. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette saison. Merci Sandra. Merci à vous. Merci Raph. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on sera de retour à la rentrée? Je pense que oui, mais on n'est jamais à l'abri de se faire virer. Vous savez, la période est très compliquée, le pays va mal, mais normalement on revient. Merci beaucoup, passez de très bonnes vacances. Bel été à tous. Et voilà, et merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis pendant cette très belle saison du Code Review. Merci aux équipes techniques, évidemment, à toutes les équipes sans qui nous ne pourrions pas faire l'émission, en tout cas pas dans ces conditions. Ce serait horrible sans eux. On pourrait faire l'émission, mais ce serait vraiment très très moche. Donc heureusement qu'ils sont là. Et on se retrouve, si tout va bien, en septembre. Merci beaucoup, passez de bonnes vacances, des bisous, bye.